Bonjour à tous, et bien aujourd'hui c'est visite du château dans le vent, donc ça sera sûrement en musique. Ouais, beaucoup de vent, mais du ciel bleu. On ne peut pas tout avoir, surtout en cette saison, avec toute la pluie qu'il peut y avoir ailleurs. Les remparts de pierre et le grain, le vent danse sur la Méditerranée. J'essaie de fixer l'horizon immense, mais le Voilà, nous sommes arrivés à la première porte du château, comme hier. Maintenant, cette visite est pour le château, donc je ne vais filmer que le château et ses parcs. Pas la première fois que l'on voit plein de fourmis. Est-ce que c'est l'emblème de Péniscola? Je ne sais pas. Voilà, on approche du château. On y est presque. On va aller prendre nos tickets. Tes pierres se souviennent du pape en exil, de sa peine, le souffle du large, une plainte sur les remparts. Et les tickets là. Voilà, nous sommes aux portes du château. Il y a une petite accalmie devant. Voilà l'entrée du château. Le premier espace de corps de garde donne accès à deux autres pièces, celle-ci plus celle-ci. Cette partie du château devait sûrement être utilisée pour les tâches de la vie quotidienne des Templiers, stockage des aliments, salle d'armes et plus citerne. Il ne manquait de rien les Templiers, blé, laine, vin, chèvre, eau, mouton. Les Templiers ont scellé le roc contre l'écume et le choc. 12 années de silence blanc pour un trône fait de vent. Le grain de sable, la presqu'île, une citadelle fragile. Papa Luna l'entêté dans son palais de majesté. Le schisme gronde au loin sur Rome. Ici seul l'exil est un dôme. Ici c'est la salle des héros. Pierres sont rouillées par les vagues, les marées. Au Péniscola, sentinelle de sel, ton histoire est écrite dans le ciel. La solitude en essai des remparts de pierre face au bleu de la Méditerranée. L'horizon. Voilà la ville de Péniscola. Une petite maquette moulée. On continue, on entend des escaliers. Le temps s'effrite en brindilles. C'est bien restauré. Qui se souvient des cardinaux? Qui se souvient de Pedro de Luna? Au Péniscola, sentinelle de sel, ton histoire est écrite dans le ciel. La solitude en essai des remparts de pierre face au bleu de la Méditerranée. L'horizon garde de l'heure. Alors aujourd'hui on voit bien les montagnes. Allez, ça devient de plus en plus étroit là, hein, ça grimpe bien. Allez. Les Templiers ont scellé le roc
Et les marches sont contre l'écume et le choc. 12 années de et c'est étroit. silence On peut blanc passer, mais on peut pas se doubler. pour un trône fait de vent. Le grain de sable, la presqu'île, une citadelle fragile. Papa Luna l'entêté dans son palais de majesté. Le schisme gronde au loin sur Rome. Ici seul l'exil est un dôme. Les clèves de Saint-Pierre sont rouillées par les vagues, les marées. Au Peñíscola, sentinelle de sel, ton histoire est un cri dans le ciel. La solitude en essaie des remparts de pierre face au bleu de la Méditerranée. L'horizon garde. Et je redescends et c'est aussi impressionnant. Oula. Tellement les marches sont raides et hautes. Il y a un olivier qui pousse là. Le temps s'effrite en brindilles. Qui se souvient des cardinaux? Qui se souvient de Pedro de Luna? Au Peñíscola, sentinelle de sel, ton histoire est un cri dans le ciel. La solitude en essaie des remparts de pierre face au bleu de la Méditerranée. L'horizon garde de le secret du vieux monde qui s'en allait. Peñíscola, dans le vent, pour toujours. Porte, je vais faire ma curieuse. Allez, je retourne dans cette pièce qui m'intrigue. Petite pièce intime et accueillante, l'âme solitaire de Benoît XIII confie à Dieu ses secrets les mieux gardés. Face à la mer qu'il n'a jamais explorée, la main tremblante peut-être déjà à cause de l'âge, il rédigea ses meilleurs écrits, le livre des consolations de la vie humaine. Cet homme que beaucoup finirent par abandonner écrivit: ne te morfonds pas si tu perds un ami, car si tu souffres patiemment, Dieu te récompensera et tu obtiendras le céleste contre le terrestre et l'éternel contre le périssable. C'est son bureau privé, un espace divisé par un arc, lui-même divisé par deux plus petits, pourvus de deux ouvertures orientées à l'est et au sud. Au-dessus de la porte se trouve le blason pontifical. Oui, le blason, je l'ai filmé tout à l'heure, on voit assez peu. Et là, la toiture est impeccable. Un beau bureau, avec vue. Allez, je ressors pour la suite de la visite du château. C'est grandiose, hein? Il est bien restauré, hein? Oui, il est bien restauré et bien entretenu. Bon, il y a l'âge dans la pierre, hein. Il y a le blason là derrière moi qu'on voit mal. Là-bas, il y a un autre blason. Ils font payer, c'est pour l'entretenir. Hein? Ouais, c'est pas cher, hein. Non, on a payé, pour nous deux, 7 € parce que c'est le prix senior. Sinon, c'est 5 €. Et ben, c'est vraiment... Et là, la vue est magnifique. Et ça, c'est pour le château et les parcs. Encore une autre pièce. C'est dans ces dépendances situées au premier étage du château que résida Pierre de Lune. Et c'est dans cette petite pièce qu'il a pu se consacrer à ses tâches quotidiennes. Nous l'imaginons entouré de livres de référence, de livres de comptes, de tables de travail et de cartes dépliées. C'est un hôtel. Nous pensons que cette pièce fut le réfectoire de Benoît XIII.
C'était un homme mince, de petite taille, au regard profond. Il mangeait très peu, il n'a pas dû s'attarder longtemps à cette table. Ah, j'ai cru que c'était c'est une table avec de la vaisselle. Alors, est-ce qu'on va voir? Ah, voilà. Donc, c'est là qu'il devait manger. Comme on peut le voir là-haut. On raconte qu'en 1418, ce gourmandisme aurait presque causé la mort lorsque les sucreries auraient été empoisonnées à l'arsenic. Une autre pièce, beaucoup plus claire celle-ci. La bibliothèque du pontife se répartissait en différentes pièces du château et une partie aurait pu se trouver ici. Elle était probablement l'une des plus importantes de son époque. Elle contenait des œuvres sur toutes les disciplines, art, poésie, philosophie, histoire, mathématiques, médecine, etc. Ah, tout à l'heure on était là-haut. La grande salle de réunion des Templiers. Wow, ça grince avec le vent. Sous cette pièce se trouve le réservoir du château à partir duquel on tirait l'eau qui était collectée dans les gouttières des toitures. Tout porte à croire que cette pièce abritait la cuisine du château à l'époque du temple et du pape Pierre de Lune. Certains auteurs suggèrent que cette zone pouvait être la pharmacie ou le laboratoire à l'époque pontificale. Malgré l'absence de vestiges matériels de ces usages médiévaux, on connaît bien le fonctionnement des cuisines du palais pontifical et leur approvisionnement au marché de Péniscola et à ceux des villages à proximité. Voilà, c'est là qu'on prenait l'eau, tout en bas. Demande où on va par là. On y va. Les oubliettes? Je sais pas, va voir si tu... Si j'arrive à revenir. C'est pas les jardins qui sont par là? Je sais pas. Il n'y a pas d'explication. Va voir s'il faut remonter, je t'attends. Allez, je descends. On va au premier palier du moins. En bas, ça tourne.
Il y a une salle, une porte voûtée. C'est une salle. Une grande salle avec d'autres petites. Oh, elle est grande cette salle-là. Regardez. Et une salle plus petite. Alors, est-ce qu'il y a une explication de cette salle? Non, il n'y a plus d'explication. Là, c'est le cachot. Les explications sont au fond. Alors, on va y aller tout au fond pour savoir à quoi servait cette pièce. Cette grande salle était peut-être la grande cave ou celle marron au Moyen-Âge. Elle est également connue sous le nom de salon del conclave, salon du conclave, car certains auteurs ont suggéré que c'était le lieu de réunion des cardinaux en conclave pour désigner le successeur de Benoît XIII. En fait, elle a eu des utilisations très variées plusieurs siècles plus tard, quand le château était devenu un quartier général. C'était une chambre pour les troupes, tout comme d'autres pièces du château. Après l'abolition de l'ordre du Temple et après la mort du pape Pierre de Lune, l'histoire du château a été recréée dans cette grande salle. 7 siècles d'histoire au cours desquels des événements importants se sont succédés. Eh bien, j'ai plus qu'à monter. Cata m'attend là-haut. Ah, voilà, on va ressortir et on va aller dans le parc qui, on l'a aperçu hier, est très joli. Vous voyez ? Il y a bien le jardin, il faut peut-être ressortir pour rentrer, on va voir. Voilà, on est au château et le parc, c'est par là. L'Ermitage. Ou l'Ermitage qui n'est pas visitable. Le parc est fermé à cause du vent, mais on pourra y revenir demain avec nos tickets. Bazar, tiens, il y a un chinois. Il y a 2 Chinois normalement. Allez, on va aller voir son trou, notre arbre. Il y a un autre Chinois dans la rue qui est là-bas. Une petite surface. Une petite, oui, une mini-surface, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Parce que quand on va en Espagne, qu'est-ce qu'on visite aussi? Du pain? Là, Ouais, non. je sais pas. Et donc, obligatoire en Espagne, c'est de visiter les bazars chinois. Et là, on est au grand bazar chinois. Voilà. Il y en a d'autres. Il y en a 3, je crois. Voilà un petit aperçu, j'arrive. 4,25 € le petit petit. Il y a des péniscolas. Les grands immeubles d'un côté. Hay uno que está reposando. Et de l'autre côté, la nature. Allez, je laisse passer la personne. Voilà, de l'autre côté, la nature et encore derrière, des immeubles. Et normalement, par ici, on rentre là où est garé le camping-car. Elle dit qu'est-ce qu'on peut voir dans cette eau? Et Kat, elle a dit des déchets. Donc, normalement, des poissons. Non, l'eau est noire, on voit rien. Les remparts de pierre et le grain, le vent danse sur la Méditerranée. J'essaie de fixer l'horizon immense, mais le souffle bouscule ma lentille, fragile face à la force tranquille. Vent